Eh bien, bonsoir à tous pour ce premier live de Temps Mort, donc un live qui a été grandement favorisé par Thomas Hercouet et l'original, hein, il faut quand même l'avouer et le reconnaître, hein. Sans Thomas, je ne serais peut-être pas là et je n'aurais sûrement pas triplé mon nombre d'abonnés en une demi-journée. Toujours est-il que je vais faire un petit peu comme lui, hein, sauf que j'ai pas de livre de blagues de 1999. Je vais vous conter une petite anecdote le temps que les gens arrivent et s'installent tranquillement, prennent à boire, à manger, se mettent à l'aise, quoi. Une petite anecdote qui sera pas du tout, mais alors pas du tout en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui, sachant que je dis ce dont on va parler, puisque vous pouvez poser vos questions sur le hashtag Dis-moi Temps Mort sur Facebook ou Twitter, ou par messagerie privée sur la page de Temps Mort, ou alors via le chat sur YouTube. C'est magnifique, c'est la technologie. Donc une petite anecdote qui, comme je vous le disais, qui ne correspond absolument pas à notre sujet du jour. On va parler... Il y a un problème de son, vous n'entendez rien. C'est-à-dire... c'est-à-dire... Eh ben, je vais tenter de remédier à ça, ce qui n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal du tout. Est-ce que... Bah si, pourtant là ça marche. Dis-moi Luc Doff, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas si ça fonctionne. Et puis en plus Thomas n'est plus là pour m'aider. C'est tellement triste. Mais je vais continuer quand même, je vais reprendre ça depuis le début. Donc, le temps que les gens arrivent, on va discuter un petit peu d'une petite anecdote qui n'est absolument pas du tout dans le thème de ce qu'on va raconter aujourd'hui. Il se trouve que tout le monde a entendu parler du droit de cuissage. Le droit de cuissage, donc ce petit rituel, hein, le seigneur qui allait chercher... vous avez tous vu Braveheart, je pense, ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y, juste pour rigoler un petit peu, et puis pour voir Mel Gibson à l'époque où il était bon. Le seigneur du coin qui va aller au mariage, choper la mariée pour qu'elle passe la nuit dans son lit pour la première nuit. Il se trouve que cette légende du droit de cuissage, elle nous vient d'un chant post-révolutionnaire qu'on appelle les Vilains de Verson. Donc Verson, c'est un petit village de Normandie. Et ce chant disait que le seigneur de Verson, donc le seigneur de ce village, quand il y avait un mariage, le père de la mariée devait amener la mariée dans le lit du seigneur pour que le seigneur puisse faire sa petite affaire. Il se trouve que le seigneur de Verson, c'était l'abbé du Mont-Saint-Michel. Donc c'est un petit peu délicat, hein. Ça veut dire que l'abbé se tapait toutes les jeunes mariées de ce village, et contextant de l'époque, hein, même à cheval, pour faire Verson de Mont-Saint-Michel, je pense qu'il y en a bien pour 3 jours de voyage, aller simple, donc une bonne semaine aller-retour. Si on veut ménager la mariée, hein, ça serait un petit peu ballot, hein, quand même, qu'elle arrive abîmée dans le lit de l'abbé du Mont-Saint-Michel. Et voilà, c'est la preuve que tous les textes qu'on peut lire, parfois, ce sont des grosses conneries. Voilà. De la propagande de l'époque. Et de la propagande, finalement je vous disais qu'il n'y avait aucun lien entre cette anecdote un petit peu subtile et le sujet du jour. Il se trouve que la propagande et l'histoire un peu déformée de ce qu'on va découvrir ce soir, c'est très lié. Alors cette phrase ne veut absolument rien dire, je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai voulu parler de nos ancêtres, parce que l'homme a tendance à chercher ses origines. Alors, quand je dis l'homme, c'est l'homme en tant qu'humanité, ça peut être certains peuples, certaines nations. On est toujours convaincu de devoir rechercher nos origines. Et ça, depuis que l'homme a commencé à réfléchir à des trucs, il s'est demandé d'où est-ce qu'il venait. Il s'est toujours posé la question. Et il se trouve que dans tous les textes... Enfoiré Thomas, tous les textes, les mythes fondateurs et autres, tout ce qu'on peut trouver en Mésopotamie, il y a des bas-reliefs, il y a des textes qui nous expliquent que l'homme a été modelé par des dieux à partir de terre glaise ou autre.
il y a toujours un mythe fondateur qui essaie de découvrir d'où est-ce qu'on vient. Et chaque personne va développer une sensibilité propre à son origine. Vous pouvez demander à des Normands, au hasard, les Normands vont être convaincus qu'ils sont vikings. Vous allez demander à des Bretons, toujours au hasard, les Bretons vont être convaincus qu'ils sont celtes. Ouais, sachant que les Celtes, enfin les Gaulois sont celtes, on va en discuter tout à l'heure, donc c'est un peu stupide de se dire plus celte, alors que nos ancêtres sont Gaulois d'après les clichés français. Donc il y a une petite ambivalence comme ça qui est assez drôle. Les Suisses vont se dire Helvètes, les Allemands vont se dire Germains, et du coup les Français vont se dire Gaulois. Voilà. Mais alors pourquoi est-ce qu'on se dit Gaulois? Je vais d'abord vous présenter un peu les clichés sur les Gaulois et ce que sont les Gaulois finalement, parce que il est de bon ton de deviner, de découvrir ce qu'est vraiment le Gaulois. Et le truc, c'est qu'on s'est posé beaucoup de questions sur les origines des hommes jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a vu que se concentrer sur les origines d'un peuple, ça avait tendance à redéfinir des frontières actuelles par rapport aux frontières anciennes. Et ça avait aussi tendance à établir des frontières anciennes, éventuellement sur des pays voisins, avec lesquels on pourrait éventuellement rentrer en guerre. Et c'est pour ça que je ferai peut-être une émission sur l'archéologie et le nazisme, mais l'idéologie est très forte derrière ça. Et en sortant de la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être arrêter d'essayer de rechercher des origines à un pays en se disant « Ouais, ce peuple-là, c'était nos ancêtres », parce que ça finit toujours d'une manière assez sale, finalement. Et il se trouve que, on va dire, l'origine la moins sale qu'on a, c'est à peu près en moins 1000 avant Jésus-Christ, l'Europe était celte. Voilà, c'était peuplé, il y avait des Celtes partout. Voilà. On en est sûr que l'Europe, il y avait des Celtes un petit peu partout. Voilà. Et oui, je me marre parce que je lis vos commentaires en même temps. Merci beaucoup. Et donc, l'Europe était peuplée de Celtes en moins 1000. Après, est-ce que le Celte de l'est de la Roumanie était exactement le même que le Celte à l'ouest du Finistère? Probablement pas. Faut être lucide là-dessus, même si il y a un terreau de croyance qui est à peu près similaire, il y a des grosses différences. Donc, pour découvrir, pour être un peu plus précis sur le Celte, on va s'attaquer aux Gaulois, ce qui nous concerne un petit peu, on va se rapprocher de nos frontières, c'est beaucoup plus simple. Et on va commencer par ce que vous savez des Gaulois. Alors vous pouvez me le mettre dans le chat, ça vous changera de dire des conneries, n'est-ce pas, monsieur Jérôme, et monsieur Yannick aussi. Ce que vous savez sur les Gaulois, et ce que nous, on sait sur les Gaulois, ça nous vient de vieux clichés, et on va en parler tout à l'heure. Mais ce qui est attesté, c'est que les Gaulois n'ont laissé aucun écrit, déjà. Il n'y a pas un écrit de Gaulois. Alors, c'est plus ou moins vrai, parce que il y a dans les Alpes suisses ce qu'on appelle le mur d'Hannibal. Donc c'est un vestige celtique qui est dans un col entre la Suisse et l'Italie, le col du Grand Saint-Bernard pour le citer. Et il se trouve que sur ce mur, il y a une grosse pierre sur laquelle on a découvert des inscriptions. Alors c'est forcément d'époque celtique, vu l'endroit où ça a été trouvé, et c'est peut-être, c'est un genre de graffiti, si vous voulez, qui a été, de gravure sur la pierre. On ne sait pas trop ce que ça dit, parce que personne n'est capable de le traduire pour le moment. C'est en étude, ça a été découvert il y a 2 ans, et voilà. Donc, à part ça, il n'y a aucun écrit qui a été attesté. Les Gaulois ont aussi laissé absolument aucun monument par rapport aux Grecs et aux Romains. Ça, je pense que voilà, tout le monde est au courant. Hein, le cirque Maxime, le théâtre d'Orange, les arènes de Nîmes. On a des gros bâtiments romains, des bâtiments gaulois. Finalement, on n'a rien. Voilà. Et c'est un peu dommage, mais ça rend l'étude difficile. Mais en même temps, ça fait de la place pour les autres. Faut se dire ça. Faut se dire ça comme ça. Il y a
des clichés comme quoi les Gaulois viendraient tout droit de la préhistoire. Alors c'est pas complètement faux, ça dépend où est-ce qu'on arrête la préhistoire. Si on dit que l'histoire commence quand il y a de l'écrit, bah oui, s'il y avait des Celtes en moins 1000 et que les écrits grecs, ils commencent en moins 700, forcément, oui, on peut dire que les Celtes et les Gaulois viennent tout droit de la préhistoire. Après, ça sera nuancé, une période qu'on appelle la proto-histoire. Bon, après, ça va devenir des détails un petit peu chiants pour les non-spécialistes, donc on va passer vite fait. Et ce qu'on sait surtout sur les Gaulois, c'est qu'ils tiennent tête à Rome. Et ça, pour un peuple de barbares, tenir tête à la plus grande puissance mondiale de l'époque, c'est quand même couillu. Et de là, on a essayé d'expliquer ce que c'était le Gaulois. Voilà, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en fait, on a essayé d'expliquer ce que c'était le Gaulois, notamment pour plein de raisons idéologiques, faut quand même l'avouer. Et le souci, c'est que on galérait tellement à expliquer ce que c'était que le Gaulois, que maintenant on a arrêté. Alors, vous pouvez checker dans les manuels scolaires. Alors, peut-être qu'en primaire on l'évoque encore un petit peu, mais normalement dans les manuels scolaires on fait Grèce antique, Rome et Charlemagne. Voilà, tout ce qui est entre les deux. Entre Rome, où il y avait des beaux bâtiments, où il y a plein de textes, on sait quoi dire dessus, c'est cool. Et puis Charlemagne, tout le côté, qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe sur le territoire qu'on appelle maintenant la France. Il n'y a pas d'écrit, on a des rumeurs qui datent de la Troisième République. Du coup, le mieux c'est de fermer sa gueule. Et c'est ce que fait très bien l'éducation nationale aujourd'hui. Ne pas du tout utiliser les ressources archéologiques qui sont mises au jour depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans maintenant, et c'est quand même assez impressionnant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Gaule et les Gaulois, c'est tout un tas de clichés immondes, on va passer par exemple sur quelques clichés. Alors je suis en train de... Les Gaulois prennent trop de potions magiques, par exemple, oui, voilà. Par exemple, ça c'est un cliché qui nous vient d'Astérix, mais on en parlera tout à l'heure de ça aussi. Cliché numéro 1, la Gaule de Vercingétorix, c'est la France. Voilà. Ça, notez-le, parce qu'après on va démonter ces trucs-là rapidement. Les Gaulois, c'était des gros bourrins et des gros tarés au combat. Voilà. C'est des oufs, oui. On peut dire que c'est des oufs, Yannick, tout à fait. La Gaule, elle n'était pas unie du tout. Ça, c'est un autre cliché. On imagine plein de petites tribus qui se tapent sur la gueule sans cesse, un peu pour rien. C'est à développer aussi. Il y a moyen de faire des trucs avec ça. La Gaule était technologiquement en retard par rapport aux autres. Alors voilà, sous prétexte que les mecs construisent pas en pierre, on décide qu'ils sont en retard. Bon. Ça c'est un peu petit, mais pourquoi pas. Un cliché qui est quand même magnifique et qui perdure, peut-être aussi grâce ou à cause d'Astérix, la Gaule était couverte, mais alors recouverte, ras la gueule, de forêts. Il y avait que des forêts, avec plein de sangliers. D'ailleurs, les Gaulois bouffent du sanglier, c'est bien connu. Merci Uderzo et Goscinny. Ça, ça fait partie des plus beaux clichés. Les Gaulois vivaient dans des huttes. Alors, c'est peut-être là-dessus que Astérix est cool, c'est que dans Astérix, c'est quand même des grosses maisons en pierre. Voilà, je pense que là vous allez tous tilter. Astérix, c'est des grosses maisons en pierre quand même. Voilà. Alors que nous on nous dit qu'ils vivent dans des huttes toutes pourries. S'ils avaient vécu dans des maisons en pierre, peut-être qu'on aurait un peu plus de traces de leurs habitats, pour ne pas parler de village. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme cliché, le druide. Le druide, c'est un petit peu ce mage mi-mage, mi-alchimiste, remi-mage derrière, tu sais. Et le druide, il pratique le sacrifice humain, forcément, parce que il faut faire des sacrifices, les devins et tout ça. D'ailleurs, le devin et le druide, c'est deux choses très différentes chez les Gaulois. On en reparlera peut-être tout à l'heure aussi. Et le plus beau cliché de tous, les Gaulois sont nos ancêtres. Voilà. Alésia, gros cliché, avec les Gaulois tous unis face à Rome.
Voilà, sauf qu'on nous dit pas que dans l'armée de César, il y avait beaucoup de Gaulois, mine de rien, parce que... mais on en reparlera tout à l'heure aussi, c'est bien. La Gaule de... oui, merci Jérôme. La Gaule de Vercingétorix, c'est la France, oui. Cette phrase est stupide, je sais. Donc ça, c'est un peu... Je vous ai exposé un peu tous les clichés qu'on va démonter les uns après les autres. Si vous voyez certains clichés que j'ai pas réussi à démonter, bah, mais dites-le sur le chat. Il n'y a pas de souci, je peux le faire. Je vais improviser après, il n'y a pas de problème. Je sais pas pour combien de temps on en a. Je sais pas du tout combien de temps j'ai avec vous. À mon avis, je vais découper cette séance en deux parties parce que je pensais pas faire plus de 2 heures. Il est déjà 21h20. Donc on va voir ce que ça donne. Donc, la Gaule, c'est la France. Là, il va falloir nuancer un petit peu, même si ça fait partie des raccourcis que beaucoup d'historiens et d'hommes politiques ont utilisés tout au long de notre histoire, surtout après la Révolution française. On a Danton qui quand même a cité Jules César en disant « La nation française, c'est la nation des Gaulois. C'est celle qui fait océan, Pyrénées, Alpes et Rhin. » Voilà, on a une espèce de patate comme ça, avec des frontières bien découpées, bien carrées. Cette notion géographique, il faut la nuancer. Il suffit de continuer à lire Jules César, parce que Jules César décrit cette Gaule, et il dit bien après, ouais mais la Gaule elle est en 3 parties. Il y a la Gaule belgique, la Gaule celtique, et non, c'est pas la Gaule, c'est l'Aquitaine. Alors, on sait pas trop ce que viennent foutre les Aquitains là-dedans. Les Gaules celtes, les Gaulois celtes, ils se nomment celtes entre eux, et ils se font appeler celtes par les Belges et par les Aquitains. Voilà. Mais on les appelle Gaulois quand même. Enfin, c'est un peu bizarre au niveau de la langue, c'est un peu le foutoir aussi, parce que quand on parle de Gaulois, on sait pas si on parle de la Gaule celtique ou des Gaulois qui forment les 3 Gaules, et c'est le merdier. Mais si on veut dire que la Gaule, du coup, c'est la France, ça fait que notre France, elle a un peu une forme de navet, avec la pointe à Lyon, et puis le navet s'évase comme ça, et puis les feuilles sont sur le littoral de la Manche. Donc ça fait une France qui a quand même une sale gueule, parce qu'au-dessus, bah, c'est la Gaule belgique, donc c'est la Belgique, et puis l'Aquitaine, elle est énorme. On peut aussi noter que tout le littoral sud, il est occupé par la Narbonnaise, donc la Narbonnaise, capitale Narbonne, hein, voilà, petite logique. Toute la nuit, oui, bien sûr, j'ai que ça à faire. Mais oui, j'ai que ça à faire, je suis capable de tenir toute la nuit, Gabriel. Merci du soutien, tu vas me faire pleurer. Donc la Narbonnaise, c'est une province romaine. Ça doit faire 1 siècle et demi, 2 siècles qu'elle est romaine au moment où César conquiert la Gaule. Donc on considère pas que ça fait partie de la Gaule, c'est une province romaine, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a oui, j'ai dit navet. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de patrimoine gallo-romain dans le sud de la France actuelle. Et donc ces 3 parties, donc la Gaule celtique navet, l'Aquitaine et la Gaule belgique belge, César dit que ces peuples sont des peuples celtes, tous, mais ils ont des lois et des coutumes un petit peu différentes. Donc, on sait pas trop pourquoi il les fout ensemble, mais en même temps, lui il le fait. Voilà. Tout ce qui est au-delà des Alpes, voilà, c'est la Gaule, et puis voilà. Il fait ça comme ça. On a d'autres auteurs qui ont... Oula, faut que j'arrête de taper le micro. On a d'autres auteurs qui... liaison magnifique, qui nous parlent des Gaulois, des Celtes et des Germains, parce que les Germains, de l'autre côté de la Belgique, faut pas les oublier, c'est des auteurs grecs, qui vont nous dire que les Celtes, les Gaulois et les Germains, c'est à peu près les mêmes gars. Ils sont pâles, ils ont les cheveux clairs, c'est des putains de bourrins, et ils supportent pas la chaleur. Donc voilà, c'est un peu comme moi, quoi. Ils sont pâles, ils ont les cheveux clairs. Bon, pour le côté bourrin, on reviendra. Ils notent quand même une différence entre le sud et l'est.
et le nord. Pourquoi je dis l'est? Entre le nord et le sud. Au sud, c'est des Celtes gaulois qui sont très sédentaires, très spécialistes en agriculture. Et au nord, c'est des nomades, et ils font que la guerre. Voilà, alors chez les Grecs, c'est carré carré. Hein. Ils sont, ouais, c'est soit des bourrins, soit des pécores. Voilà, il faut, du point de vue grec, voilà, pourquoi pas. Du point de vue politique, là c'est César qui nous en parle. Au sein de chaque famille, il y a différents partis. Alors, c'est pas des partis politiques comme on les entend chez nous, mais voilà, on choisit un camp. Il peut y avoir le camp de l'oncle, le camp du père, et puis on va dans un camp, et puis ça fait des discussions un petit peu houleuses. Mais si au sein d'une même famille c'est comme ça veut dire qu'au sein d'une tribu ça peut être comme ça, et peut-être qu'au sein d'une province, bah, ça peut être comme ça aussi. Donc, ça nous indique les raisons pour lesquelles les Gaulois se tapent sur la gueule régulièrement. Ils défendent leur... Oui, la Gaule lyonnaise, c'est le navet, tout à fait. Lugdof, One, c'est le navet, tout à fait. La Gaule lyonnaise, ouais, qui est aussi la Gaule celte. La Gaule celtique. Les raisons pour lesquelles les Gaulois se tapent sur la gueule assez régulièrement, tout simplement parce que les partis, c'est du clientélisme. C'est-à-dire qu'on est pote avec des gars, on va marier sa femme, on fait des accords économiques, ouais, on s'entend bien avec, et puis on va dire que c'est un accord de vassalité comme on peut trouver à l'époque féodale. Enfin, il n'y a pas de serment de vassalité comme ça, mais c'est du clientélisme. Il y en a aussi dans la Rome antique, dans la Grèce antique. Mais du coup, bah, quand il y a un de nos super potes, Dixit, pote économique, pote pour faire la guerre, et pote, je lui ai filé 2 filles pour marier avec ses fils, et puis il m'a filé les siennes pour mes fils à moi, bah, quand il y en a un qui se fait emmerder, on va le défendre. C'est un peu le principe même du clientélisme. Mais c'est aussi pour ça que y en a beaucoup qui se tapent sur la gueule. Le souci pour Jules César, c'est que sa grosse raison de faire la guerre à la Gaule, c'est qu'il y a 3 chefs gaulois, des gros chefs, hein, qui étaient partis pour unifier la Gaule. Alors pour mettre en lien tout leur clientélisme ensemble, de façon à ce qu'ils soient à la tête de toutes les tribus. Il n'y a pas vraiment d'impérialisme politique chez les Gaulois, mais quand le clientélisme d'une personne, il réunit assez de potes les uns avec les autres, et que ils sont tous plus ou moins fidèles d'un mec, bah, quand ces 3 gars-là s'entendent ensemble, ça peut foutre la merde, et ça peut foutre les miquettes à notre Kaiser, justement. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a des gros soucis entre des tribus ou autres, alors au niveau de la guerre et au niveau économique, chacun se démerde comme il peut. Par contre, au niveau de la diplomatie et au niveau de juridique et religieux, si on veut, il y a une région qui s'appelle les Carnutes, qui est, si on prend l'ouest des Yvelines et puis l'est de l'Eure, c'est à peu près la région des Carnutes. Il y a la fameuse forêt des Carnutes, il y a une BD d'Astérix où ils se baladent là-bas, il y a une réunion de druides, le gros cliché. Il y avait des réunions chez les Carnutes où c'était un peu le tribunal intertribu. Voilà, ça se réunissait quand il y avait besoin pour régler des problèmes, et ça se passait finalement pas si mal que ça. Un autre souci, un petit détail technique au sujet de César. César, il parle de nation gauloise. Et nation gauloise, là, il y a tous les historiens post-révolutionnaires jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, tous les historiens ont sauté sur ce terme de nation gauloise pour fédérer le pays, un petit peu comme des prêtres sauteraient sur un enfant de 8 ans. Et tout le monde a sauté dessus en disant « Ouais, putain, il y a une nation gauloise, c'est super, ça veut dire que ouais, les tribus, elles s'entendent bien, machin, et tout. » Bon, le problème, c'est qu'on a toujours 3 entités au sein de la Gaule. Et des mecs qui sont à la frontière entre la Gaule belgique et puis la Gaule celte, ouais, les frontières, c'est posé par Jules César. En même temps, ces mecs-là, pour certains points culturels, ils peuvent se sentir très celtiques, notamment quand Jules César a commencé à envahir la Gaule. Si on prend les Rèmes, par exemple, les Rèmes, au niveau du vocabulaire, ça veut dire les premiers. Donc c'est un peu les Celtes qui étaient là, en mode badass, on est arrivé là en Prums, quoi. Mais ils n'ont pas été considérés comme Gaule celtique.
ils étaient rangés chez les Belges. Sauf que quand César est venu foutre le merdier en Gaule, bah les Rèmes, ils ont rejoint la Gaule celtique en disant ouais, les gars, on représente quoi. Il y a un envahisseur qui arrive, on vient. S'il y a moyen de s'amuser en plus, pourquoi pas. Et donc, la nation gauloise, ça n'existe pas foncièrement, quoi. Enfin, c'est vraiment d'abord le Gaulois, enfin, voilà, c'est quelqu'un de normal. C'est comme nous. Un Breton, il va se sentir appartenir à sa famille, puis à la Bretagne, puis à la France. Bon, bah voilà, on verra bien. On verra bien ce que ça peut donner par la suite, mais la nation gauloise, c'est un truc qui est... Voilà, on se sent patriote quand notre pays se fait emmerder. Faut quand même dire ce qui est, je pense que ça change pas grand-chose. Ce qu'on peut trouver intéressant au niveau du patrimoine celtique, c'est le mobilier. Alors, par mobilier, dans le terme archéologique, le mobilier, c'est tout ce qu'on trouve dans le sol qui n'est pas du bâtiment. Là, en mobilier, je vais préciser un petit peu, c'est surtout les armes et les bijoux. Parce que là, dans toute l'Europe, là où on fouille de l'habitat celte, que ça soit les armes ou les bijoux, on retrouve une mode, on retrouve une façon de faire. Il y a vraiment... Ouais, il y a quelque chose. Il y a une marque celtique qui est présente. Et voilà, on sait exactement... la Bretagne n'est pas en France, t'as raison. On sait exactement que c'était celte. Et c'est un phénomène de mode qui se retrouve vraiment. Alors, il y a des petites distinctions, mais il y a, du point de vue de la culture, il y a une certaine homogénéité qui se fait dans toute l'Europe celte, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, bon, je vous ai un petit peu défini le territoire sur lequel tout se passe. Maintenant, on va pouvoir s'approcher d'un autre cliché, le côté gaulois, gros con, barbare, sauvage. Alors ça nous vient de pas mal de points. Notamment parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les Gaulois, ils n'ont pas d'écrit. Donc, tous les écrits sur les Gaulois nous viennent d'auteurs antiques. Le problème, c'est qu'on entend parler des Gaulois à un moment particulier, à la fin, en moins 390, quand il y a le siège de Rome. Il y a des Gaulois qui viennent péter la gueule aux Romains, voilà. Parce que pourquoi pas, hein. Il y a du pognon, eux ils ont des armes, ils sont pas loin, c'est sur la route, bim bim, on y va, et puis voilà, on récupère un petit peu de butin, ça fait jamais de mal. Et il se trouve que ce siège de Rome, c'est la première fois, notamment, que les auteurs grecs vont entendre parler des Gaulois. Et moi, si la première fois qu'on me parle d'un pays voisin, c'est pour me dire « Oh, les enculés, ils ont assiégé notre ville, ils ont pillé les chèvres, buté les femmes, et puis volé tout le butin qu'il y avait à voler », j'aurais aussi l'impression que ces voisins, c'est un peu des gros cons sauvages. Bon, les Grecs ont quand même pas mal traîné avec les Gaulois, et il se trouve qu'on en apprend un petit peu plus dans les textes grecs. Sur le côté guerrier, qui est beaucoup mis en valeur, il se trouve qu'il y avait des coutumes chez les Gaulois, il y avait des tests à passer pour les guerriers, enfin pour tous les hommes en général, c'était le test du tour de ventre. C'est-à-dire que on mesurait le tour de ventre du Gaulois, et s'il était trop gros, il était puni. Parce qu'il ne faut pas s'engraisser. Il faut se muscler, ça y a pas de souci, tu peux te muscler tant que tu veux pour aller à la guerre. Par contre, il faut pas bouffer McDo 3 fois par semaine, parce que au combat, tu seras une grosse loque. Donc, quand t'es trop gros, t'es un peu puni. Voilà. C'est le problème. Pas d'obésité chez les Gaulois, c'est interdit. Alors, les canons de beauté à l'époque, ça y est. Hein. Le Gaulois, d'après les textes grecs toujours, il est tenace. C'est-à-dire que les auteurs grecs nous disent, il pourrait pleuvoir à flot, des pluies, on parle pas de pluie diluvienne à l'époque parce que le déluge, voilà, mais il pourrait pleuvoir à mort dans la maison du Gaulois, il va rester chez lui. C'est un petit peu le prétexte pour dire, tu veux aller faire chier les Gaulois, bon courage, parce que pour le faire bouger de chez lui, faut te lever tôt. Et à côté de ça, le Gaulois c'est quand même un mec sympathique. Enfin, le Celte, plutôt, c'est quand même quelqu'un de sympathique. Parce que y a des Celtes qui ont traîné avec des Grecs,
Et apparemment, le Celte, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter de religion, de philosophie, il aime bien picoler, et en plus, quand on part en expédition militaire, il nous file un coup de main. Donc ça, pour les Grecs, c'est pas mal. Du côté des dramaturges grecs, parce que là, je vous cite des textes de philosophes ou de mecs qui réfléchissent un petit peu, le dramaturge, il va plutôt s'adresser au peuple, hein. Donc, du côté des dramaturges, on dit que le Celte met à mort les prisonniers de guerre. Alors, c'est un truc qui plaît pas forcément aux Grecs, parce que les Grecs, bon, ils aiment bien quand même enfin, il y a un certain code d'honneur dans le militaire grec. Donc, que le Gaulois mette à mort les prisonniers de guerre, c'est sale. Le seul truc, c'est que les Grecs le faisaient aussi 400, 500 ans auparavant. Ça choquait personne à l'époque, hein, puisque c'était un petit peu la coutume. Bon là, chez les Gaulois, ça se passe comme ça, bon bah tant pis. Mais chez les Romains, pour se rapprocher un peu plus des voisins des Gaulois, il y a aussi des auteurs qui tournent en dérision le guerrier gaulois, parce qu'on a toujours l'image du gros barbare. Bah, le gros barbare, en plus d'être un con dégénéré, c'est aussi un bourrin qui bouge pas vite. Donc on a des récits de petits Romains qui se battent avec vivacité, comme ça, hop, je sais pas pourquoi je mime le truc en même temps, on s'en fout. Il y a des textes où il parle d'un Gaulois qui est ridiculisé par un Romain qui est un petit peu agile. Donc les guerriers barbares, ils sont vus comme obstinés et très très doués pour faire la guerre. Et mine de rien, c'est une image qui leur colle à la peau, mais c'est un cliché qui est pas infondé, puisque tout simplement, Jules César s'est servi de Gaulois. Quand il est allé faire la guerre en Gaule, il n'a pas affronté toutes les tribus les unes après les autres en mode allez, toi, hop, je t'éradique, toi je t'éradique, toi je t'éradique. C'était tiens, toi je fais la guerre, alors attends, autour de chez toi, tiens, je suis pote avec lui, je suis pote avec lui, hey, venez faire la guerre avec moi, et puis on va défoncer vos ennemis, quoi, parce que finalement c'est une autre tribu, donc on va trouver des prétextes pour que vous vous tapiez sur la gueule, hein, c'est toujours bien. Donc Jules César s'est entouré des guerriers qui étaient sur place, tout simplement, et comme c'était des bons guerriers, voilà, on en profite, tout simplement. Mais là je vous dépeins un petit peu. Enfin, je joue au jeu des auteurs grecs et romains, hein. Je vous dépeins le gros con dégénéré berserk qui fonce avec sa bite et son couteau à moitié à poil. Alors, ça, dans les textes, c'est quand même avéré que les guerriers gaulois avaient besoin de se sentir à l'aise, mais c'est aussi lié à leur religion. Ils s'en foutaient d'être en grosse armure, voilà. Ils combattaient à l'aise. Mais à côté de ça, César reconnaît que les Gaulois, ils ont des grosses notions de stratégie, ils se battent pas n'importe comment. Et en même temps, voilà, la guerre c'est une organisation. C'est normal de se battre correctement, mine de rien. Le Celte perd moins de poils. Ouais. Alors là, voilà, j'oublie le chat 5 minutes parce que là vous me perturbez trop. Mais ouais, faire la guerre, c'est une organisation. Il faut être stratégique. Et Jules César s'est aussi servi de ça. Il va pas recruter des guerriers qui sont complètement décérébrés pour les envoyer au charbon, qui meurent et qui servent à rien. Faut réfléchir 5 minutes. D'autant que si les guerriers avaient totalement été stupides, il n'y aurait pas eu cette invention de la caste un peu. Alors, le terme de caste n'existe pas, mais il y a un groupe de guerriers, il y a un statut social. Quand tu fais la guerre, si tu gagnes, tu as une part du butin. Et la caste, ce groupe social, il a de l'importance parce que c'est un métier finalement. C'est quelque chose, faut pas le faire sans réfléchir. C'est quelque chose qui est reconnu et qui est, c'est honorifique. Donc, des sauvages, pas forcément, des bourrins, mais des bourrins qui réfléchissent. Voilà. Je pense qu'on peut résumer un petit peu le côté militaire gaulois comme ça. Un autre cliché du Gaulois, et là je mettrai un lien dans le podcast de la vidéo juste après. Un gros cliché du Gaulois, c'est le Gaulois qui vit dans sa cabane. Alors, une petite cabane, hein. Chez les auteurs grecs, alors, quand on parlait des Gaulois, on n'était pas forcément allé voir des Gaulois. Du coup, on avait besoin de rajouter un petit peu d'exotisme, hein. C'est comme quand on dit que les Bretons vivent dans des maisons en merde séchée, qui boivent leur pipi, par exemple. C'est une petite touche exotique.
Et le grec dit que le Gaulois vit dans une cabane, une petite cabane, qui ressemble pas à grand chose finalement, hein. Une petite cabane en terre, on sait pas trop. Enfin, voilà, on crée du cliché, chez le Gaulois et c'est bien, hein, voilà, c'est tout exotique. Mais chez les Romains, alors il y a Cicéron qui est un avocat très connu. Cicéron, il a bossé pas mal avec les Gaulois, il les connaît, sauf que comme c'est un avocat, il est obligé de raconter de la merde pour gagner ses procès. Et il se trouve qu'il va parler des Gaulois comme des pillards qui préfèrent aller voler la moisson des autres avec une épée plutôt que de faire la moisson eux-mêmes. Le souci, en fait, sur le peuple, ça marche très bien. Sur des personnes un petit peu instruites, il se trouve que ouais, le voisin du Gaulois, c'est un Gaulois aussi, quoi. Donc si tous les Gaulois ils vont chez leur voisin avec l'épée pour chercher la moisson, il se trouve que personne n'a moissonné parce que tout le monde va piller le voisin, donc personne mange. Et puis sur une année, ça fait mal, et sur 3 ans la population elle meurt en fait si on arrête de manger, si on réfléchit bien. Donc ça fait partie des grosses conneries qu'on a pu entendre sur les Gaulois, mais faut bien comprendre que c'est des conneries qui ont été utilisées par les historiens après, qui les ont prises au pied de la lettre. En mode, oh putain, le barbare quoi, il moissonne même pas chez lui, il va défoncer les voisins. Et on s'est pas posé la question de qui sont les voisins. Enfin, c'est bien, c'est futé. Il y a un historien, donc Strabon, c'est à peu près le seul à avoir décrit une vraie maison gauloise. Et il parle d'une maison circulaire, en planche et en osier tressé, surmonté de roseaux, je crois, pour la toiture. Ouais, surmonté d'une toiture en roseau. Et le souci, c'est que les historiens ont vu ont lu cette description d'une hutte gauloise, et ensuite ils sont allés au Louvre. Et il se trouve qu'il y a un bas-relief, je vous mettrai le lien sur le podcast, il y a un bas-relief où on voit un Romain qui se bat contre un Gaulois, et juste derrière, oh putain, il y a la hutte. Mais exactement comme Strabon l'a décrite. Voilà, on a un texte, on a une preuve, pif, voilà, tous les Gaulois vivent dans des huttes en bois, une petite hutte ronde comme ça. On n'est pas allé chercher plus loin, c'est un peu dommage. Bon, le fait est que plus loin, Strabon, il dit aussi de la merde, hein. Il dit que le Gaulois, comme il est pauvre, hein, il mange par terre sur un lit de feuilles. Voilà. Le pauvre Gaulois, il a pas de chaise, il a pas de table, et il bouffe par terre. C'est quand même... c'est triste. C'est triste un Gaulois parfois, mais bon, c'est comme ça. Alors, ce qu'on sait actuellement, grâce à l'archéologie, c'est que... ce qu'on sait même sans l'archéologie, c'est possible de le savoir, c'est que les maisons gauloises sont faites en matériaux périssables. C'est pour ça qu'on n'a pas de traces. Matériaux périssables, du bois, de la terre, des matières organiques, quoi. Parce que ça pourrit très vite, donc on n'a pas de traces. Logique. Matériaux périssables, donc ouais, contrairement aux Romains, ça va pas tenir 1000 ans debout, hein. En 50 ans, ça peut tout de suite tomber. Ce qui est assez intéressant, ça vient après la conquête, mais vous le savez peut-être, les villas romaines ont des schémas particuliers, donc c'est très carré avec 2 ailes, un peu comme on peut trouver dans les grandes dépendances, dans les fermes actuelles, les anciennes fermes, les gros corps de ferme de la Renaissance par exemple, il y a toujours ce château avec les 2 ailes sur les côtés. Les villas romaines, c'est un petit peu basé sur le même principe. Il y a une grosse dépendance, un gros corps de villa, c'est la villa principale, quoi, et puis des dépendances sur les côtés. Et il se trouve qu'après la conquête, on a donc des villas gallo-romaines qui sont faites sur un schéma romain, donc tout, hein, le gros bloc au milieu, les dépendances sur les côtés, mais tout a été fait en terre séchée. Tout en... Ouais, sale pauvre, exactement. Ouais. Les gars, ils avaient pas l'argent pour faire de la bière, pour faire de la pierre. Pas de la bière, oui. De la bière, ils pouvaient en faire tant qu'ils voulaient, probablement. Mais les mecs ont construit en pierre et en terre, mais sur des schémas romains. Donc c'est culturel aussi, c'est pas uniquement parce que les mecs savaient pas
faire des carrières et savaient pas aller chercher de la pierre, puisque ils étaient capables de faire des mines pour aller chercher du métal. Donc, ils auraient été capables d'aller chercher de la pierre, mais ils s'en foutaient, tout simplement. Ça leur coûtait pas grand chose de réparer leur bicoque tous les 50 ans. C'est pas un grand investissement, et puis voilà, peut-être que la pierre coûtait trop cher aussi. C'est une bonne question. Au niveau des grosses conneries qu'on a pu lire aussi, et ça c'est Camille Julien, donc un grand antiquaire, enfin un vieil antiquaire français, qui allait jusqu'à dire que les seuls ornements dans les huttes gauloises, c'était les têtes des ennemis décapités. Enfin, les ennemis décapités, on prenait leur tête et pouf, ça faisait la déco dans la maison. Faut imaginer la déco de psychopathe. Quand même. Genre, il y a une hutte, petite hutte ronde, voilà, avec des planches, des roseaux, et à l'intérieur, juste des têtes coupées. Voilà. Et ça, c'était une hutte gauloise. C'est ça qu'on a failli apprendre aux gamins, quand même. C'est pour ça qu'on parle plus de gaulois, parce que les seuls textes qu'on avait, et puis les seuls historiens de l'époque, ils disaient des conneries comme ça. Et c'est impressionnant. Moi, je trouve ça juste magnifique. Donc, effectivement, toutes ces conneries, elles passent plus. Voilà. On n'enseigne plus les Gaulois parce qu'on veut pas sortir des conneries comme ça. J'ai envie de dire, c'est toujours ça de gagner, ou à la limite, c'est toujours ça de pas perdu. Mais ce qui a vraiment bière ou cidre, on peut avoir les deux. Je pense que je me suis pas trop focus sur l'alcool et sur les boissons des Gaulois. J'avoue que bière ou cidre, c'est deux alcools qui ont un pourcentage d'alcool qui est très faible, mine de rien. C'est assez faible, donc la fermentation peut être naturelle. C'est des alcools qu'on n'est pas obligé de passer à l'alambic. Donc, de la bière, dès que tu as du houblon, tu peux avoir de la bière. Le cidre, dès que tu as de la pomme, tu peux avoir du cidre. La pomme, ça doit être le fruit qui pousse le plus partout au monde. Donc, et le houblon, voilà, la Gaule, c'est quand même une terre sur laquelle le blé pousse bien. Le houblon, pareil. Donc, ouais, bière ou cidre, je pense que tu peux avoir les deux, répartis plus ou moins équitablement. Après, c'est peut-être des grosses conneries, mais ouais, dilemme moral de Patrick Beau. Ouais. Est-ce que je veux découper les crânes de mes ennemis et les mettre dans ma maison en touchant 10 sesterces par mois, ou est-ce que je préfère pas? Référence à la nuit originale, bientôt il y a la deuxième qui arrive, et je vais faire ce que je peux pour m'incruster. On va repartir sur notre archéologie et sur nos maisons gauloises. Ça fait à peu près un peu plus de 40 ans qu'on sait vraiment comment sont les habitations gauloises. Tout simplement parce que l'archéologie s'est développée, il y a eu des grands décapages, l'archéologie préventive a beaucoup aidé là-dessus. On sait que l'habitat gaulois il est très rural. On ne peut pas parler de villes, enfin les villes c'est quelque chose d'ultra rare en Gaule. On peut commencer à parler d'agglomérations, de villages de taille correcte à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, mais les villes c'est vraiment très très rare. Ce qu'on trouve beaucoup, c'est ce que les archéologues appellent des fermes indigènes. Donc c'est des habitations uniques, on va dire. Voilà, c'est une ferme, alors plus ou moins grande, en fonction de la richesse de la personne, par exemple. Mais dans certaines régions, on peut trouver ces fermes-là, une ferme tous les 700 mètres. C'est-à-dire qu'on prend une ferme, 700 mètres par là, il y en a une, 700 par là, et on a un quadrillage de fermes comme ça, qui fait que on a un habitat dispersé, mais c'est pas des mecs qui sont isolés, comme on peut trouver dans le Berry, il y a une maison par-ci, même s'il y a quelques villages-rues dans le Berry, mais on peut avoir une densité de population qui est plus élevée que dans le Berry actuellement. Ouais, le Berry, ça craint, quand même. Alors désolé s'il y en a qui vivent au Berry, même si l'hectare de terrain peut être à 1 euro l'hectare là-bas, donc ça se tente. Donc oui, les fermes indigènes, donc une à peu près tous les 700 mètres. Alors, il n'y a pas beaucoup de témoignages archéologiques sur la richesse d'une ferme.
parce que la richesse, ça se calcule mal. Enfin, il suffit d'avoir un terrain et puis on peut se dire riche à l'époque. Ça se voit à travers le mobilier. On peut trouver, du mobilier plus ou moins riche, et voilà. Du coup, habitat aristocratique ou habitat pas aristocratique. Voilà. Mais c'est un peu les deux seules nuances qui existent pour le moment. Si vous voulez vraiment jeter un œil sur qu'est-ce qu'un aristocrate à l'époque celte, avant-hier, il y a l'INRAP qui a publié la fouille d'un tumulus. Alors c'est un tumulus, c'est une tombe, une grosse tombe, parce que là on est à 3-4 km au nord de Troyes, et il se trouve que cette tombe, elle est plus grande en superficie que la cathédrale de Troyes. Donc les gars se sont quand même sortis les doigts du cul pour faire une bonne tombe pour un prince celte, qui a été enterré avec son char d'ailleurs. Et alors ça se passe 4 siècles plus tôt que la conquête, hein, donc c'est bien plus tôt. L'INRAP, pour savoir, pour resituer, c'est l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, donc c'est toute l'archéologie qui va se faire avant les grosses constructions en général, ou même avant les petites constructions, ça dépend de la zone dans laquelle on est. Mais là, on voit quand même une tombe de prince, bien chiadée. Il y a un travail énorme qui a été fait dessus, et le mobilier à l'intérieur, on a du mobilier, bon, qui n'a pas été fabriqué par les Gaulois, même si dedans doit y en avoir, mais le mobilier qui a le plus sauté aux yeux des archéologues, c'est des mobiliers d'échange. Il y a vous irez chercher sur Google le vase de Vix, mais je vous mettrai le lien de l'article de l'INRAP. Un espèce de gros cratère, alors, ce qu'on appelle un cratère, un vase énorme dans lequel on verse le vin et puis on pioche dedans. Normalement, ça sert à diluer le vin. Bon, vous l'avez compris, les Celtes, ils boivent le vin pur en général, du vin qu'ils achètent à Rome, ou qu'ils font eux-mêmes, mais c'est plus facile de l'acheter. Et on a trouvé aussi, je crois que c'est une amphore, enfin, pas une amphore, je dis des bêtises, une céramique, avec des décors italiens de l'époque, étrusques. Mais ça prouve qu'il y avait un commerce vraiment florissant, quoi, une communication entre le nord de Troyes, un prince celte là-bas, et puis voilà, plusieurs réseaux d'échanges. Et donc ça nous prouve que les Celtes et les Gaulois, du coup, c'est pas que des gros cons tarés qui vont aller piller, parce que ces trucs-là, ramener un vase quand on fait un pillage, c'est pas facile de le ramener entier des fois. C'est pas forcément évident. Mais je vous publierai sur le podcast le lien de ce truc. Et il faut savoir que la richesse d'une habitation, elle peut pas vraiment se calculer sur l'habitation elle-même. Parce que autour de l'habitation, aujourd'hui on estime que le Gaulois il passait pas sa vie dans sa maison. Il s'occupait de ses terres, il y avait de l'élevage, il y avait de la culture, fallait qu'il s'entraîne aussi parce qu'il y avait la guerre à faire, hein, mine de rien. Donc la maison en elle-même, c'est une pièce de vie quand même. Il y a la cuisine, il y a où dormir, enfin, mais il n'y a pas de séjour, voilà, il n'y a pas une salle de lecture. Voilà. Forcément, on ne lit pas chez les Gaulois, donc il n'y a pas besoin de coin télé ou de coin de bibliothèque. C'est une méthode qui est pas trop mal pour supprimer des pièces aussi chez les Gaulois. Donc pour le moment, comme je vous l'ai dit, quand on fouille un habitat gaulois, souvent on va dire que c'est une ferme indigène, soit aristocrate, soit pas aristocrate. Voilà, en fonction du mobilier qu'on a dedans. Maintenant qu'on a brisé le mythe de la petite hutte de Gaulois, parce que mine de rien, voilà, je vous ai pas du tout expliqué comment était une maison d'ailleurs, comment est-ce qu'on reconnaît une maison en archéo. Pour faire une maison, parce que si vous voulez mettre vos planches et votre osier tressé avec les planches pour faire un mur, votre mur il va être appuyé sur rien, donc il faut enfoncer des poteaux. Voilà. Et on trouve des trous de poteaux quand on décape. Tout ce qui n'est pas enfoncé dans le sol, ça va pourrir. Ce qui est enfoncé dans le sol, ça va pourrir aussi. Mais comme le bois, c'est pas la même couleur que la terre, quand on va fouiller, on verra un cercle dans le sol, généralement plus foncé que la terre, et c'est juste du bois qui a pourri. Ensuite, on fait comme les jeux quand on était petit avec les numéros et les chiffres, on relie les points, et puis ça nous donne des formes. Quand la forme elle est plus ou moins rectangulaire, et puis que les poteaux ils ont l'air de s'aligner correctement, on peut estimer que c'est une habitation, ou un grenier, ou des choses du genre.
Donc maintenant que l'habitation du Gaulois elle est bien ancrée dans votre petite tête, ou dans votre grosse tête, hein, je ne juge pas les tours de tête, vous faites ce que vous voulez, hein, les mensurations regardent les personnes chacune de leur côté. Le village d'Astérix. Alors je vous en ai parlé en début de cette émission rapide là. Bon, le village d'Astérix, il nous est dessiné avec de la pierre, de la bonne grosse pierre, du bois et de la chaume. Bon, la pierre, déjà, on peut la dégager. Et le village même, retranché derrière une grosse palissade en bois, ouais, c'est un peu inventé aussi. Hein, parce que les palissades, chez les Gaulois, c'est pas vraiment des palissades, c'est des murs gaulois. Enfin, César l'appelle le mur gaulois. C'est, je vais vous le dessiner comme ça avec mes mains, ça va être magnifique. C'est 2 rangées de pierres, comme ça, avec des bouts de bois dans ce sens-là, qui traversent presque la pierre. Quand on regarde, on voit les bouts de bois comme ça, là. Voilà. Donc des bouts de bois comme ça, qui sont bien parallèles, des bouts de bois comme ça, à la perpendiculaire, et on remplit tout de terre. Donc c'est des murs de terre, de bois, et avec des petits bouts en pierre sur les côtés. Et c'est des fortifications assez courantes des places fortes gauloises. Et ce genre de fortification, ça apparaît vers la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc quand on sent que ouais, il est temps de se réunir un petit peu, de faire des places fortifiées. L'avantage de la place fortifiée, c'est que elle est sécurisée. Donc on peut éventuellement attirer des commerçants venus d'ailleurs, notamment de Rome. Des commerçants qui vont ramener du pinard. Hein. Voilà, c'est mieux. Si on a une bonne zone bien tranquille pour accueillir des gars qui vendent du picrate, c'est tout de suite mieux. Donc on va fortifier, on va faire des places fortes, et puis on va inviter les commerçants, et puis on va enrichir la région finalement. Enrichir la région et la tribu qui occupe la place forte. C'est un échange, ouais, on fait des échanges comme ça qui sont assez cool. Et maintenant on va pouvoir se baser un petit peu sur Astérix. Voilà. Alors j'ai vu 2-3 personnes qui ont cité Astérix tout à l'heure. Et une phrase qui revient très très souvent dans Astérix, c'est le ciel nous tombe sur la tête. Le seul truc dont les Gaulois ont peur, c'est ça, que le ciel leur tombe sur la tête. Et donc, d'où est-ce que vient ce mythe? Il vient d'une toute petite anecdote, mais alors un truc qui est relaté, mais ça prend 3 lignes. C'est Alexandre le Grand, en moins 355, qui part en expédition, et il rencontre des Celtes. Donc, il les rencontre pas par hasard, ils sont pas en train de faire du stop sur la route, il les rencontre, il va bouffer avec eux, pour leur dire hey les gars, je vais en expédition par chez vous, on a moyen d'être potes, et puis à la limite, on peut être alliés, et puis on va se battre ensemble contre des connards, hein, si ça vous... Et les gars disent ouais, y a pas de souci, tu payes la bouffe, nous on vient avec toi. Et autour de ce repas-là, Alexandre, qui est quand même Alexandre le Grand, c'est pas Jules Clodo, hein, comme dirait Alexandre Astier, Alexandre le Grand va leur dire, parce qu'il a envie de se faire mousser, et les gars, de quoi vous avez peur? Et il espère vraiment que les Gaulois vont dire, mais tu sais, la seule crainte qu'on a, c'est que tu te retournes contre nous. Et les gars leur disent, ouais, la seule peur qu'on a, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Et là, Alexandre le Grand le prend mal. Bon, il dit quand même, bon, c'est bien, on est potes, c'est pas grave. Mais il le prend super mal. Et d'ailleurs, dans tous les commentaires qu'on a, qui suivent ce passage, les gars disent, ouais putain, les Gaulois, c'est des sacrés vantards, quoi. Ils ont pas peur d'Alexandre le Grand, quoi. Ils disent, la seule peur qu'ils ont, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Alors, un truc hautement improbable, mais c'est une peur qui est liée à la conception de l'âme. Là, on va en revenir vite fait aux guerriers de tout à l'heure. Le postulat de base chez les Gaulois, c'est que l'âme, elle est immortelle. Voilà. Ils croient en la réincarnation. Alors, pas en la réincarnation comme on la voit nous, hein, c'est-à-dire que l'âme d'un guerrier gaulois peut pas aller dans une poule, par exemple, même si nous le savons que la poule va dominer le monde, ça c'est clair pour tout le monde, mais l'âme d'un guerrier ne peut pas aller dans une poule, ça va aller dans un autre humain, forcément. Ça marche que de humain à humain, le transfert d'âme chez les Gaulois.
Mais l'âme, elle est perfectible. C'est-à-dire que au fur et à mesure des réincarnations, on peut se rapprocher d'un statut quasiment divin. Et ce qui arrive souvent, c'est que il faut laisser l'âme rejoindre les dieux. Donc, un guerrier qui va mourir au combat, c'est quelqu'un de divin. Enfin, son âme va être divinisée. Donc, on laisse son corps sur le terrain. On va pas l'enterrer, on va pas le cramer. On va laisser son corps sur le terrain, et les charognards, les oiseaux notamment, vont venir le bouffer. Et on estime que c'est les oiseaux qui apportent l'âme jusqu'aux dieux. Ce qui nous explique un petit peu aussi pourquoi est-ce que les guerriers gaulois... alors là, on va citer Il faut qu'on parle. Hashtag on s'en bat les couilles. Voilà. C'est pour ça que les Gaulois s'en battent royalement les couilles de se battre à poil. Parce que s'ils meurent, ils sont divinisés. Donc ça sert à rien de s'encombrer avec une armure pour bouger moins vite et peut-être se faire défoncer, alors qu'on peut se battre à poil, bouger plus vite, et si on se fait défoncer, en plus on rejoint les dieux, quoi. Donc bon, c'est quand même un truc qui est assez classe. Le principe même, c'est que le monde peut être détruit. Ça, c'est un truc qu'on retrouve un peu partout, hein, le fait que le monde puisse être détruit, et chez les Gaulois, il y a une mouvance dans les croyances. Au début, le ciel qui nous tombe sur la tête, c'est faisable pour les Gaulois. Et beaucoup de Celtes pensent que les grands trucs dans le monde, les grands trucs, alors les très grands arbres ou les grandes montagnes, c'est des choses qui soutiennent le ciel. C'est-à-dire que si on s'amuse à abattre tous les grands arbres en Roumanie, et ben peut-être que le ciel en Roumanie va s'exploser sur les Celtes qui sont roumains. Enfin, ils sont pas roumains à l'époque, mais pour les Celtes qui étaient là-bas, quoi. Et c'est une grosse crainte. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de ça. Dans les périodes qui se rapprochent de la conquête romaine, disons que l'évolution des croyances et des religions celtes a évolué, et on estime que le monde pourrait être détruit dans l'eau et le feu. Alors, on ne sait pas trop comment, hein. C'est assez mystique, c'est des druides qui ont réfléchi à ça. C'est un peu les philosophes de l'époque. Alors, me demandez pas comment on peut détruire le monde dans l'eau et dans le feu, hein. À part le faire cuire, j'ai aucune idée de comment ça peut marcher. Mais c'était la peur du moment. Enfin, la peur du moment du 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Et comme je vous ai parlé des druides, on va pouvoir mettre sa race à Panoramix. Parce que Panoramix, il est bien gentil dans Astérix. Voilà, il fait de la potion, il va couper du gui, et il s'occupe de planter des chênes. Voilà. Le druide, en réalité, les druides, c'est des philosophes, c'est des sages. Tous les auteurs antiques estiment que les druides, c'est l'équivalent des philosophes. Il faut bien comprendre que la religion celte, tout comme la religion romaine, il y a une espèce de trinité des postes au sein de la religion. C'est-à-dire qu'il y a le prêtre, qui sera le devin chez les Celtes. On a le philosophe, qui sera le druide chez les Celtes. Et on a le poète, qui sera le barde chez les Celtes. C'est exactement la même trinité de pouvoir, et la même répartition des rôles, un petit peu. Alors moi, je vais surtout vous parler du druide et du barde. Bien joué Luc Doff, tu me fais perdre mes moyens, mais je t'aime quand même. Et vous n'êtes qu'amour sur ce chat, et c'est magnifique. J'aime bien le... Ouais, mais la bombe atomique, par exemple, alors, la bombe atomique dans la flotte, à l'époque gauloise, c'était pas beaucoup plus en avance technologiquement que ce qu'ils étaient capables de faire, mais un petit peu quand même, hein. Il y a juste une marge. Je sais que le druide Victor Sénix avait commencé à parler de relativité restreinte, mais c'était un concept encore un petit peu flou. Voilà. Pour la bombe atomique, il faut quand même attendre quelques années quand même. Donc cette religion, séparée en trois domaines de compétences, on va dire, et le druide, c'est le philosophe au sein de la religion celte. Le truc, c'est que les Celtes, ils n'écrivaient pas, ils ne lisaient pas. Enfin, peut-être que certains lisaient les écrits des autres, mais ça, y a rien qui nous le prouve.
mais il n'y avait rien d'écrit, tout se faisait à l'oral. Mine de rien, l'enseignement, par exemple, dans les cités grecques, il se faisait à l'oral aussi. Il n'y a que les philosophes écrivaient, les chefs de guerre et autres, mais on n'a pas de manuel scolaire sur l'histoire antique. Donc à la limite, que les Celtes ne fassent que parler et pas écrire, c'est pas forcément choquant. Le problème avec les druides, c'est que leur image, elle va évoluer. Et il se trouve que au XIIe siècle, au hasard, on va commencer à nous parler de légende arthurienne. Et dans la légende arthurienne, il y a un gars, alors retrouver son nom je ne sais plus, mais c'est un barde combattant, là, enfin, c'est un poète combattant, Myrnir je crois, un truc du genre, qui sera retransformé après par Geoffroy de Monmouth, par Merlin. Et Merlin, on ne sait pas trop comment, il va se transformer. Merlin, il va passer de poète combattant à druide. Voilà, la jonction, elle est... Bon, elle est ce qu'elle est. C'est audacieux, mais il fallait le faire. Et plus audacieux encore, il va passer de druide à enchanteur. Et là, ça va devenir du lourd. Résultat, pour nous, on va dire que le druide, si on s'arrête là, hein, le druide c'est un petit peu un chaman celte qui peut vivre éventuellement du nord de l'Italie en suivant une forme de patate comme ça jusqu'en Irlande. Et c'est un chaman druide enchanteur qui vit à peu près entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 15e siècle après, parce que bon, la légende arthurienne, quand on voit les armures qu'il porte, on peut se dire que voilà, ça chasse le Graal jusqu'à loin. Déjà, ça fout un peu la merde au niveau du mythe du druide, et ça devient dur de définir qu'est-ce qu'est le druide exactement. Mais un truc encore pire que ça, c'est qu'à la Renaissance, les gars ont redécouvert tous les textes antiques sur les druides, ils vont se passionner pour l'histoire antique, et la question qu'ils vont se poser, parce qu'ils vont avoir l'image des Gaulois cliché, genre les gros barbares, qui savent rien faire avec la technologie, qui savent pas lire, qui savent pas écrire, et des gros cons. Et ils vont se poser la question, mais comment est-ce que ces mecs ont résisté à Rome? Mais c'est bien sûr, ils avaient des druides. Regardez Stone Age, regardez Karnak, regardez tout ça, il y a des menhirs qui sont mis partout. Ça a été fait avec de la magie, c'est des lieux de culte gaulois, c'est magnifique, ils avaient des sorciers, c'est pour ça qu'ils ont tenu. Wouhou, c'est bon, on a réglé le problème. Sauf que pas du tout en fait, parce que les mégalithes, comme on les appelle, ça vient du mésolithique. Et le mésolithique, un mot un petit peu barbare scientifique, en fait, les mégalithes, ils datent du mésolithique jusqu'à l'âge du bronze. Donc ça fait que tous ces dolmens, ces menhirs, ces mégalithes, ils ont été dressés entre moins 6000 et moins 1500. Nos Gaulois, on commence à en parler en moins 800. Je vous laisse faire le calcul, hein, entre moins 1500 et moins 800. Bah non, du coup ça joue pas, je pense qu'on n'a pas besoin de calculer pendant 3 plombes. Les mecs de la Renaissance, ils étaient complètement à côté de leur pompe. Et les druides, c'était pas des gros chamans de malades. Ouais, le navet et la patate, bientôt on va faire un petit pot-au-feu. Ça va être magnifique. Déjà, à la Renaissance, c'était déjà le merdier. On a commencé à voir des druides un petit peu mystiques, magiciens. Et le truc le plus beau, c'est qu'au XVIIIe siècle, on a un Anglais qui en avait un petit peu marre de la religion catholique, qui a remis en cause la Trinité. Il disait que Dieu c'était pas comme ça, machin. Et il s'est dit, mais je vais créer l'ordre druidique. Et je vais aimer la nature. Et il s'est barré tout seul avec sa toche, son pagne, et il a commencé à vénérer la nature. Et il a créé un ordre druidique. Un ordre qui existe toujours. Et ça, c'est l'image du druide. Bravo. Donc après avoir bien expliqué ce que n'était pas le druide, bon, philosophe, il l'était. C'est peut-être le seul truc vrai que je vous ai dit. Les véritables druides, eux, au moment de la conquête de Jules César, ils étaient déjà en train de se péter la gueule.
parce que ils ont été très actifs entre moins 800 et moins 500. C'était un peu les bras droits des chefs de guerre. C'est du gros résumé, mais c'est pour que ça soit clair, sinon ça va être le bordel. Des grands chefs de guerre qui déléguaient aux druides, c'était leur conseiller particulier, et puis ils pouvaient mener les troupes pendant les batailles. Dès 500, les druides ils vont modifier un petit peu leur vision du monde et se concentrer plus sur la religion, sur les croyances, d'une manière très philosophique. Et on dit que Pythagore a traîné avec des druides, et la philosophie pythagoricienne en fait ressemble étrangement à ce que pouvaient penser les druides à l'époque. On pense qu'il y a eu une influence mutuelle, et les druides vont essayer de comprendre le monde. Et à force d'observation, ils vont vraiment emmagasiner une dose monumentale de savoir. Dans beaucoup de textes, on les qualifie d'encyclopédies, les druides. Du coup, on voit les druides comme des suppléants de la vie quotidienne, que ça soit sur les semailles, sur la lecture d'augures, sur pas mal de choses. Les druides, ils sont là au quotidien pour aider le peuple, pour résumer grandement. Et en plus de ça, les druides se voient confier donc la justice. Je vous ai parlé des réunions intertribus au Carnut. Il y a eu des gros rassemblements de justice qui se passaient là-bas, qui étaient présidés par les druides, et les druides géraient l'éducation. Alors quand je parle d'éducation, c'est pas école gratuite et pour tout le monde, c'est l'éducation de jeunes aristocrates. L'avantage, c'est que l'éducation étant orale, les jeunes aristocrates, ils peuvent pas aller lire dans des bouquins tout seuls pour apprendre. Donc, ils apprennent forcément ce que les druides veulent leur apprendre. Et ça, pour diriger une population dirigeante sur une bonne voie, c'est le must. Il suffit de leur apprendre ce qu'on veut leur apprendre, on les guide, et puis c'est tout. Il n'y a rien de plus simple, finalement. C'est le truc le plus simple pour modifier la façon de penser d'une population. Et ça a été le gros pouvoir des druides, mais ça a aussi été leur propre déchéance. Parce que, à force de bien faire leur boulot, ils ont fait naître une conscience politique dans les classes dirigeantes, et c'est comme ça qu'est née la première démocratie chez les Gaulois. Donc ça a été chez les Éduins, qui se sont grandement inspirés de la cité grecque de Marseille, et ils ont quasiment copié la constitution de Marseille sur la constitution de leur tribu. Le souci, c'est que la philosophie pythagoricienne, elle a tendance à rejeter un petit peu cette conscience politique. Et à ce moment-là, les druides, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rejoint la politique et puis finalement, druide, ça veut plus dire grand-chose ? Ou est-ce que on laisse tomber et puis on se casse, quoi ? Et il y a eu un peu des deux. Il y a eu des druides qui sont partis donc dans les contrées qu'on va dire restées celtes, donc en Grande-Bretagne, enfin sur l'île de Bretagne, en Irlande, il y a des druides qui sont allés là-bas parce qu'ils en avaient marre de la politique, de voir que leurs enseignements marchaient finalement. Et il y a d'autres druides qui se sont intégrés dans la politique locale et qui ont fini par devenir des magistrats romains après la conquête. Et souvent, c'était un peu l'avantage des druides. Ils étaient éduqués, il leur restait juste à apprendre à lire et à écrire, encore qu'on se demande s'ils savaient pas, mine de rien. Mais ils savaient compter, ils avaient plein de qualités qui étaient très bonnes pour la gestion de province et la gestion de petits bouts des pagis, comme on dit, des bouts de terre. Et les druides ont souvent fini en tant que reconversion, hop, magistrat romain, quoi. Et comme je vous l'ai dit, le druide, c'est pas la seule composante de la religion, il y a le barde aussi. Et ça, on va pouvoir tordre un peu le cliché de Assurance Tourix, ce fameux petit barde avec sa lyre, comme ça, que personne ne veut écouter chanter. C'est à se demander si Tokyo Hotel n'existait pas dans Astérix, déjà, personne ne veut l'écouter, c'est triste pour lui, moi ça m'a fait pleurer, souvent. Et on va pouvoir se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un barde ? C'est un poète lyrique, voilà. Donc j'espère que cette émission... Non, je déconne. Le barde, c'est un peu plus compliqué que ça. Les bardes, ils ont vécu leur moment de gloire en même temps que les druides.
En fait, entre moins 500 et le deuxième siècle, et la fin du deuxième siècle, c'était vraiment le moment de gloire des bardes. Et il se trouve que y a un auteur grec, Poséidonios, dérivé de Poséidon, qui nous raconte une bataille où il y a deux tribus gauloises qui se cherchent un petit peu. Il y a les bardes qui motivent les troupes. Alors ça y va, ça envoie la patate. Et puis avant que la bataille commence, il y a un barde qui se met entre les deux tribus et il commence à chanter. Et là, les deux tribus se rendent compte que finalement, si les dieux ont réussi à mettre autant de beauté dans un homme qui est censé représenter les dieux, et que ce gars intervient à ce moment-là, au moment où on va se taper dessus, peut-être que ça veut dire qu'il faut pas se taper sur la gueule. Et le barde arrête la bataille, comme ça, quoi. Juste, voilà, il vient, il fait son show, et les mecs se calment. Et ça nous prouve de l'importance du barde. Contrairement à Astérix, où le barde, il est là pour faire chier le monde, et il sert un petit peu de bouc émissaire, faut quand même dire ce qui est. Là, le barde a vraiment une place capitale. Il est honoré au même titre que les druides dans la religion, parce que, si vous voulez, les druides ont le côté philosophe et conseiller. Les bardes, eux, vont glorifier les hommes, de façon à ce que leurs âmes, que les dieux entendent les louanges, et que les âmes puissent être divinisées. Et c'est une position sociale qui est très importante. Et si on prend un exemple tout bête, pour les repas, par exemple, il y avait un statut hiérarchique pendant les banquets. La place de chaque personne, notamment des guerriers, était importante parce que mieux on était placé, mieux on bouffait. Mais c'était pas immuable. Si ma place me plaisait pas, je pouvais dire moi j'estime que je serais mieux à ta place, vas-y on fait un duel. Et le duel, c'était le barde qui arbitrait le duel. Donc le barde, il a vraiment une faculté sociale. Il pouvait agir sur la hiérarchie au sein d'une famille, d'une tribu ou de plusieurs tribus aussi. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que le barde, je vous l'ai dit, les bardes suivaient la bataille. Parce que barde, c'est presque comme être un écuyer. Si vous voulez, chez les Gaulois, il y a plusieurs statuts, on va dire, d'aide aux guerriers. Il y a ceux qui portent les armes, les boucliers, et il y a le barde, qui est là pour suivre un guerrier en particulier, et chanter sa vie, parce que plus il va assister à des faits d'armes marquants, plus il va pouvoir chanter sur cet homme, et plus ce gars va peut-être avoir l'opportunité d'avoir son âme auprès des dieux, quoi. Et c'est le gros point très très important chez le barde qu'il faut un peu remettre en lumière, parce que dans Astérix, le druide, on voit qu'il est important, mais le barde, on lui crache sur la gueule tout le temps, alors que c'est pas juste. Voilà. Je voulais le dire, ce n'est pas juste. Le souci, au IIe siècle, comme la politique se met en place petit à petit, tout comme les druides, le barde, il va subir une déchéance progressive, et finalement, le barde va devenir un peu comme un courtisan à la Renaissance. Ça va être l'artiste qui va chanter les louanges d'un gars, et puis voilà, il va toucher de l'argent pour ça. Et ça va pas apporter grand chose au barde, si ce n'est que voilà, il va vivre de son art quand même, faut pas déconner. Mais il aura plus ce statut très très important. On va pouvoir continuer un petit peu. Si vous avez quelques questions, alors n'hésitez pas. Alors, je vois que ça déconne pas mal sur les bardes superstars, sur The Voice. C'était un petit peu ça, mine de rien, mais en mieux, en beaucoup mieux, et sans Florent Pagny. Parce que je pense que le barde qui chante Vous n'aurez pas ma liberté de penser, je pense que les mecs s'en foutent, parce que la liberté de penser, c'est les druides qui l'ont, et c'est tout. Donc si on veut, une question qui m'a été posée, quand est-ce qu'on peut situer la fin de la civilisation gauloise ? Par convention, on va dire que la fin, c'est moins 25,
au moment de la conquête. Enfin, quand la conquête est bien établie, moins 25, c'est la fin. Donc de moins 800 à moins 25, on a une civilisation gauloise qui se pose un peu. Et on va pouvoir parler de quoi je vous ai pas parlé d'ailleurs. De clichés, oui, les forêts, par exemple. On dit que la Gaule, c'était des grosses forêts. Et bah ça, c'est de la merde. Hein. Faut quand même se le mettre en tête. Le petit cliché Astérix dans son village et puis de la forêt partout autour, c'est complètement faux. Et ça, on l'a appris par des études de pollen. Alors il se trouve que le pollen des plantes, dans toutes les zones humides, toutes les tourbières, les marécages et autres, où les feuilles se déposent et en fait s'entassent, on peut faire des carottages, et plus on va profond dans le marais ou dans la tourbière, plus on va loin dans le temps. Et il se trouve qu'en regardant les pollens des époques correspondantes à l'époque gauloise, et ben finalement il n'y a pas tant de forêts que ça. On a énormément de pollen de culture, et souvent des cultures qui sont des cultures mêlées. Donc on met du millet, du blé, de l'orge, du houblon, tout ça qui est ensemble dans les champs. Et mine de rien, des pollens d'arbres, il n'y en a pas tant que ça. Donc faut sortir de la tête l'image d'une Gaule qui est remplie d'arbres et des forêts de partout. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, il faut oublier les forêts, mais il faut tout n'était pas cultivé. Il y avait aussi pour les animaux, des pâtures pour les animaux. Mais ouais, il faut arrêter de voir le mythe du Gaulois dans la forêt. Les instruments qu'avaient les bardes, alors il y avait ce qui peut se rapprocher d'une lyre, principalement. Certains avaient aussi des instruments avant. Vous avez peut-être vu le cliché de l'espèce de corne en forme d'animal là. Techniquement, c'est à manier par un musicien, c'est à manier par un mec qui ne va pas combattre. Donc, c'est quand même un instrument guerrier, parce que c'est fait pour annoncer que ça va meuler grave, mais le mec qui porte sa corne, voilà, comme ça il la porte et il souffle dedans, on imagine mal se la mettre sur l'épaule, sortir son épée, et puis ça serait pas logique. Donc, ils peuvent chanter sous le soleil. Alors, Roman, petite question pour toi, puisque je vois ta question. Quand tu demandes si les bardes peuvent chanter sous le soleil, est-ce que tu me demandes s'ils peuvent chanter sous l'astre solaire, ou est-ce que tu me demandes si les bardes peuvent chanter le générique de la série Sous le soleil? Voilà, c'est la grande question que je vais te poser. Je vais voir ta réponse tout à l'heure. Pour les bardes, en tout cas, c'est réglé. Pour les forêts, c'est réglé. La question du sanglier. Dans Astérix, toujours, je prends ça parce que c'est le cliché que tout le monde a en tête. Astérix, c'est toujours ça. Le gros cliché qu'on a, c'est le sanglier. Le Gaulois bouffe du sanglier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il se trouve que le sanglier, dans un repas gaulois, ça doit être à peu près 1% de sa bouffe. Tout le reste, c'est des animaux d'élevage. Donc on a du bœuf, on peut avoir du mouton. Le cheval, on ne le consomme pas. C'est plutôt pour aller à la guerre. Il peut y avoir quelques sacrifices. Mais bon, on n'en parle pas trop. Et puis, sinon, des légumes et puis beaucoup de céréales. Principalement. Et sinon, que vous dire d'autre? Je vais retrouver ma fiche avec mes clichés que j'avais balancés au début. Je suis de retour. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit comme cliché? Alors, technologiquement en retard aussi, c'est une bonne question, parce que, mine de rien, les Gaulois, même s'ils fabriquaient pas des gros bâtiments en pierre bien dure, c'était des bons mineurs. C'était des bons forgerons. Et l'artisanat d'art gaulois et celte en général, il a plutôt une bonne réputation. Et la preuve, c'est que si on est mauvais forgeron, si on ne sait pas travailler le métal, ça sert à rien de faire la guerre, tout simplement.
Tout simplement, le métal, s'il n'est pas solide, on va taper avec, ça va se péter, ça va se tordre. Les Gaulois étaient capables de maîtriser l'acier. Alors, pas un acier d'une qualité pour faire des ponts autoroutiers, mais de façon empirique et puis en observant, toujours dans cette mouvance druidique de on observe l'environnement et puis on voit comment ça se passe. Mine de rien, c'est quand même la civilisation celte qui déclenche l'âge du fer, c'est pas pour rien aussi. Mais ouais, ils étaient capables au niveau art, de faire de travailler, rien que travailler le métal. Alors, ça sera pas un niveau d'orfèvrerie exceptionnel, mais ils sont capables de faire beaucoup de choses. C'est sûr. Alors, les technologies moins avancées que les Romains, je dirais différentes. Bien différentes, et puis, mine de rien, les gars étaient capables de construire des mines, des mines, notamment des mines d'or. Il y a énormément d'or. Les monnaies gauloises sont souvent frappées avec de l'or. Et là, je pourrais vous indiquer des archéologues à suivre, notamment Madame Coé, qui est spécialiste des mines, notamment des mines gauloises. Et on voit que les mines gauloises, c'est pas juste, hop, on gratte là, il y a un peu de minerai, et puis, il y a un peu d'or, et puis on le récupère. Non, il y a une vraie recherche, il y a une vraie organisation, et il y en a beaucoup qui refusent, il y en a beaucoup qui refusent de voir de voir les civilisations faire de l'industrie avant la révolution industrielle. Ici, il y a clairement des systèmes de mines qui sont proto-industriels. Tout comme, je sais pas, sur 1 kilomètre de filon, il y a une organisation où sur 1 kilomètre, il y a des mineurs qui extraient du minerai. Ensuite, il y a des mecs qui sont spécialisés pour fondre le minerai. Puis, ce minerai, une fois fondu, il est battu en lingots. Et puis, le lingot, il va être amené à des forgerons. Le métal, d'ailleurs, sera souvent vendu à Rome, parce qu'il manque un peu de métal, ces mecs. Et puis comme ils construisent avec pas mal de métal aussi, ils en ont besoin. Mais il y a vraiment une connaissance. Après, l'artisanat d'art, on le trouve dans les bijoux. Dans les bijoux, dans les parures. Pour les menhirs. Alors les menhirs... la place des femmes. Alors la place des femmes, c'est très compliqué à dire. Parce que la place des femmes, comme il n'y a pas d'écrit, et que les principaux écrits qu'on a sont sur la guerre, la place des femmes est très très dure à définir. Alors, il faudrait que je vous trouve de la littérature spécialisée, je pense qu'il doit y en avoir. La place de la femme chez les Celtes, il doit y avoir des choses. Je vous avoue que, pour le moment, moi, c'est la mer d'huile sur l'information. Qu'est-ce que la femme à l'époque celte? On peut sûrement s'inspirer de ce qu'a donné la femme franque par la suite, puisque les Francs, mine de rien, c'est des descendants de Germains, donc c'est des descendants de Celtes. On peut se dire que la femme avait sûrement des droits, pas autant de droits qu'un homme, mais pas beaucoup moins, je dirais. Enfin, c'est vraiment dur de répondre, étant donné que j'ai rien lu sur la place de la femme. Combien d'enfants? Alors là, je suis incapable de dire combien d'enfants il y avait par famille. Il faudrait se baser sur des études de nécropole ou pour pouvoir faire des études statistiques sur les familles, mais ça demande des réflexions et des études assez complexes, mine de rien, et des études que j'ai pas eu le temps de les fouiller. J'ai essayé de faire une émission et puis un petit moment le plus clair possible. Alors je vous avais dit que ça pouvait être technique sans être chiant. Il y a peut-être des moments où j'étais un peu chiant et pas très technique, mais j'ai voulu vous donner un nouvel angle
un nouvel angle de réflexion sur qu'est-ce qu'était vraiment le Gaulois, et puis peut-être vous faire tiquer à vos prochaines lectures d'Astérix. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous replonger dans les BD d'Astérix ce soir, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, peut-être sur une brocante cet été, vous tomberez sur des BD et vous vous direz « Ah mais les cons, c'était pas du tout comme ça !» mais après tout, c'est qu'un divertissement, quoi. Donc sur le Gaulois, je pense que historiquement et archéologiquement, j'ai fait le tour de ce qu'était le Gaulois. J'ai envie de vous dire, la semaine prochaine, on peut continuer sur le Gaulois, mais d'un point de vue beaucoup plus idéologique. Et Gaulois, Celtes, Germains, tout ce qui s'est fait depuis la Révolution jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'on peut réfléchir sur la place du Gaulois dans l'idéologie. Mais c'est vous qui voyez. Si ça vous tente, vous me le dites. Moi, de toute façon, je reste ouvert aux critiques, aux commentaires, etc. Mais je pense que là, ça fait 1h30 de discussion. Je pense que c'est pas trop mal pour un pilote, pour une première fois. Alors, en tout cas, je suis ravi que vous soyez venu m'écouter, venu subir mes pérégrinations linguistiques. J'espère que j'ai été assez clair avec mes patates, mes navets, mes Gaules, mes 3 Gaules, la Gaule, les Gaulois, les Celtes. Et puis, la semaine prochaine, petit point idéologique, on va parler contemporain, donc contemporain en termes historiques, donc à partir de la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Donc sur ce, je vous souhaite tout de bon pour cette soirée. Je vous souhaite tout de bon. Essayez de rêver à des combats de mecs tout nus et de bardes qui chantent à côté. Passez une très bonne nuit. Et puis, n'hésitez pas. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Temps mort sur YouTube. Temps mort avec un point d'interrogation. Maintenant, vous savez pourquoi. Sur Facebook. Je suis sur Twitter aussi. Vous pouvez aller voir l'original et lui dire que il a été de très très bons conseils, Thomas, en vous conseillant de venir m'écouter. En tout cas, ça me fera plaisir si j'ai ce genre de retour. Et puis, merci d'être resté un peu plus d'1h30 avec moi, parce que, mine de rien, ça fait plaisir. Je m'attendais à faire mon podcast tout seul face à ma caméra. Vous avez été en moyenne 15-20 à me suivre. Ça fait plaisir. Donc, merci à vous. Et puis, à très bientôt.